The better part of a man is soon plowed into the soil for compost. By a seeming fate, commonly called necessity, they are employed, as it says in an old book. Ça y est, les pays participant à l'édition 2023 de l'IUPL, prix de littérature de l'Union européenne, ont été dévoilés. Il s'agit de l'Arménie, la Croatie, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Finlande, la France, le Kosovo, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Monténégro, la Pologne et la Suède. Un beau palmarès de pays qui garantit une pluralité de voix et de découvertes, comme toujours avec ce prix. En attendant de plonger dans cette sélection 2023 et de continuer à apprivoiser la diversité et la richesse de la littérature européenne, je vous propose de revenir sur la sélection 2022 en quelques textes. Comme vous le savez peut-être, l'IUPL a changé de mécanique et récompense désormais une seule personne lauréate et 5 mentions spéciales. Vous avez pu les rencontrer dans les 2 podcasts précédents, dont vous retrouverez les liens en description. Les textes que je vais vous présenter aujourd'hui sont issus de la sélection et l'un d'entre eux est celui d'une mention spéciale, il a même déjà été traduit en français. Les précédents épisodes étaient en anglais, aussi ai-je pensé aux auditeurs et aux auditrices qui parlent peu ou pas anglais, et vais les emmener dans le prix avec des extraits de textes en français. Le prix édite chaque année une très belle anthologie qui regroupe des extraits des textes sélectionnés et des textes lauréats. L'intégralité des livres, auteurs et autrices sont présentés, des extraits sont reproduits en VO et traduits en anglais ou en français. Je précise que cette anthologie est également disponible sur le site de l'IUPL, dont vous pourrez également trouver le lien dans la description. Je vais vous lire un extrait de Les éléphants du nominé autrichien Peter Karoshi, un extrait du nominé grec Takis Kampilis avec le livre Symptômes généraux, et enfin un extrait de la mention spéciale Gaia Schutters avec Le Trophée. Le Trophée est le dernier livre de la prolifique écrivaine belge Gaia Schutters. Il parle de chasse au gros gibier, ce sport pratiqué par de riches blancs dans un thriller subtil et tendu. À la fois critique sociale et ode à la nature, ce roman noir met à nu les relations coloniales où les rôles peuvent vite s'inverser et où le chasseur et la proie ne sont pas toujours celles et ceux que l'on croit, en tout cas pas tout le temps. Tout en nuances, ce roman va être traduit en plusieurs langues. En France, il est traduit du néerlandais par Benoît Tadé Standert et publié chez Actes Sud, collection Actes Noirs. Tel un rapace, l'avion plonge dans le ciel noir puis ralentit sa course et s'immobilise un long moment, avant d'entamer un large mouvement circulaire, un peu comme s'il hésitait entre 2 proies possibles, mais qu'il ne parvenait pas encore à choisir sur laquelle fondre. Tout en bas, aux confins des ténèbres et du visible, des rubans de lumière découpent l'obscurité en rayures régulières sur lesquelles d'autres points lumineux, plus petits, se déplacent en fourmis qui chemineraient les unes vers les autres. Têtues, elles se regroupent en grappes avant de se disperser à nouveau. En dehors de ces faibles scintillations lointaines, l'étendue terrestre est entièrement opaque. Trou noir béant, où l'on ne parvient pas à discerner ni plat ni bosse, elle absorbe le relief. Ce n'est que plus tard, lorsque l'avion renonce enfin à son hésitation et qu'il amorce sa descente, qu'émergent de vagues motifs lisibles. Les crêtes se bombent, les vallées se creusent, la terre et les eaux s'évitent. Il n'y a plus beaucoup de temps à perdre pour qui veut découvrir le monde extérieur à l'abri des hublots. Maintenant que l'oiseau de proie a choisi sa victime, il s'abat à la vitesse de l'éclair. Un instant, des bâtiments, des camions et des voitures se détachent distinctement du paysage environnant avant que le train d'atterrissage ne heurte le sol. David a repris sa respiration, mais il n'éprouve aucun soulagement. Au contraire, il est immédiatement assailli par la force de la gravité, comme si la masse de cette terre nouvelle l'attirait avec une vigueur inconnue à en comprimer ses poumons. Pendant des années, jour après jour, c'est avec impatience qu'il avait attendu ce moment dont il avait rêvé chaque nuit. Mais à présent que son rêve s'est réalisé, il ne ressent aucune allégresse, aucun triomphe, pas même l'ombre d'une satisfaction. Bien que l'avion soit arrivé à destination, c'est du moins ce qu'affirme la voix métallique du steward, dans l'éventualité où d'autres passagers comme lui-même en auraient douté, au micro, on vient d'annoncer l'atterrissage. Ce n'est pas la joie de toucher au but qui l'envahit, ni même le soulagement de celui qui, après un long voyage, atteint enfin sa destination au terme de nombreuses épreuves pour se réjouir d'en être sorti vivant. Il lui semble prendre part à une triste cérémonie des adieux, comme s'il portait à bout de bras le douloureux chemin qu'il avait parcouru, et que les nombreux sacrifices qu'il avait consentis pendant son périple l'alourdissaient encore davantage en l'accablant soudain. L'avion s'arrête enfin dans une secousse. Les passagers s'extraient de leur siège, saisissent leurs bagages et se bousculent dans les couloirs latéraux. David se penche une dernière fois au bord du hublot. Ce n'est qu'alors qu'il remarque que le sol est blanc. Il a neigé.
L'image le surprend, car bien qu'il connaisse le concept de neige, ainsi que le mot qui la nomme, il n'a jamais observé ce phénomène à proprement parler. C'est comme s'il assistait à la naissance d'un enfant, un événement tout ce qu'il y a de plus banal, qui se produit régulièrement depuis des siècles déjà, en se manifestant sans vacarme à travers le monde, mais qui, lorsqu'il s'offre à la vue pour la première fois dans la vie d'une personne, lui apparaît tel un miracle. Les éléphants est le deuxième roman de l'écrivain autrichien Peter Karoshi. Ce livre raconte l'histoire de Théo, spécialiste des sciences culturelles, qui entreprend un voyage avec son fils pour tisser de nouveaux liens. Il suit en sens inverse le trajet emprunté par le futur empereur Maximilien II il y a quelques siècles et son éléphant Soliman, de la Méditerranée à Vienne. Mais le voyage ne se déroulera pas comme prévu, et le narrateur devra faire face à des questions existentielles profondes, notamment sur l'amour de soi et des autres. C'est un roman sur la question du temps qui passe et sur la manière dont nous vivons. Extrait traduit en français par Virginie Pironin. Mais j'avais été saisie par un profond mutisme. J'aurais dû dire à mes proches, les quelques-uns qu'il me restait, à quel point je les aimais. Au lieu de ça, j'avançais, nerveux et porté par quelque chose que j'étais incapable d'appréhender à travers ce paysage ancien. Je regardais mon fils lire, admirer son calme et sa sérénité, deux qualités dont je savais qu'elles pouvaient laisser place en l'espace d'une seconde à une colère qui ne pardonnait rien, même envers lui-même. J'admirais et enviais le peu de trouble de ma femme face à mon agitation, l'impassibilité avec laquelle elle poursuivait ses tâches. Moi, au contraire, je sautais de mon bureau aussitôt après avoir ouvert quelques fichiers et fixé l'écran sans voir leur contenu, pour finalement rester immobile. Tout semblait se mouvoir autour de moi. Soudain, je ne voulais plus, dans mon présent, de cette évidente évolution inhérente à toutes les choses passées qui non seulement se trouvaient, mais étaient carrément voulues, entre autres dans tous ces articles sur mon ordinateur portable. Ce soir-là, je forçais Anna et Moritz, malgré leurs protestations réitérées, à aller faire une promenade le long de la côte qui menait à la montagne à travers les prés. « Maître chanteur », siffla Moritz. Et nous avons ri tous les trois parce que c'était drôle. Sans le vouloir, je ratais le moment propice à une conversation. Ensuite, je le savais par expérience, il n'y en aurait pas d'autre. Je marchais ainsi devant eux, maussade à cause de la chance que je n'avais pas saisie, mais fasciné par les alentours. Confus, je regardais devant moi, puis de nouveau derrière. Malgré les hautes herbes, j'avais l'impression d'avancer sur un terrain entretenu, vers un jardin derrière une vieille grille en fer forgé recouverte de rouille, entourant peut-être une respectable bâtisse, j'imaginais en réalité une maison hantée. Je me souviens alors avoir rêvé exactement de cette scène quelques jours auparavant, quand nous étions encore en ville, que je m'étais égarée dans un jardin à l'abandon, dans un paysage parfaitement similaire à celui-ci, qu'il avait plu, et que j'avais dû avancer à travers des herbes foisonnantes et noueuses, tout aussi sauvages que celles qui poussaient devant cette grille. Entretenu, tu parles, me dis-je morose, plus rien ne concorde. Nous poursuivîmes notre chemin le long de la côte jusqu'à arriver à un croisement. Un panneau jaune à l'inscription noire sur un poteau métallique planté dans un trou fraîchement coulé de béton. La dernière fois, en mai, il n'y avait pas encore de panneau indicateur, le béton était encore humide. Nous nous trouvions, Moritz, sur le Weg des Buches, le chemin du livre. Avec le soutien de l'État fédéral, du Land et de l'Union européenne, poursuivis-je la lecture. Cela nous fit rire, c'était trop beau pour être vrai. Plus tard dans la soirée, dans notre lit, je lus à Anna que le projet du chemin du livre retraçait la voie par laquelle les livres protestants avaient été autrefois acheminés illégalement du nord, où Rome était vue d'un œil critique, vers le sud, et comment, justement dans ces vallées difficiles d'accès, une sorte de protestantisme presque poignant s'était maintenu durant la contre-réforme. Je trouvais ça passionnant. Elle, en revanche, marmonna sans grand intérêt, entre de profondes respirations, que je devais absolument raconter ça à Moritz. Incapable de m'endormir, je pensais confusément aux Alpes, au cœur desquelles nous allions passer nos vacances comme toutes les années précédentes, à ces routes et ces chemins empruntés par les légions romaines vers le nord et, des siècles plus tard, par les passeurs de livres vers le sud, et dont la trajectoire croisait celle d'un éléphant espagnol et de son empereur et maître dans une direction différente. Ce qui semblait absurde. Mais Moritz et moi l'avions pourtant entendu raconter au printemps, lors d'une visite guidée sur les traces antiques de Vienne. Personnellement, je ne connaissais pas l'histoire de l'éléphant Soliman, mais autour de moi, tous avaient fait mine d'être bien informés et avaient discuté de son entrée triomphale dans Vienne en 1552. Un voyage complètement fou au cours duquel l'animal, parti d'Espagne, avait traversé la Méditerranée jusqu'à Gênes, puis de là, les Alpes, soi-disant toujours en compagnie de son nouveau maître, le futur empereur Maximilien II. Dans l'obscurité de la nuit, dans notre maison de vacances, je me souviens avoir voulu demander à la guide si Maximilien II avait vraiment fait le voyage de l'Espagne jusqu'à Gênes et ensuite, à travers les Alpes, avec son éléphant. La réponse était oui, ce qui me paraissait inimaginable à l'époque.
Comme elle était déjà assiégée par des passionnés d'histoire, j'avais pris congé de cette femme sympathique en mini-jupe et à la jolie coupe courte d'un mouvement de la main discret, ce qu'elle n'avait bien sûr pas remarqué. Et j'étais allée dans un café avec Moritz. Allongée là, je repensais à sa dernière phrase selon laquelle toute une série d'auberges sur la route de l'éléphant avait été baptisée d'après l'étrange animal. C'était une belle idée de se dire que cet événement hors du commun avait été immortalisé dans des lieux commémoratifs. Quelle sensation cela avait dû être de se trouver face à face avec le pachyderme et de pouvoir le raconter encore des années plus tard. Avec Symptômes généraux, l'écrivain grec Takis Kampilis, journaliste de formation, publie également son second roman. Il met en scène 5 personnages pour une histoire sur fond de pandémie et de guerre civile pour la bonne cause. Il en résulte un roman composé de monologues où tout se déroule sans que le protagoniste en question ne le veuille vraiment. C'est un roman sociétal et politique à la fois, avec une variété de points de vue où chacun reflète une vision de la société. Extrait traduit en français par Aude Fondard. Le sang s'est arrêté, peut-être que la toux a fait sauter un petit vaisseau sanguin. C'est probable, non ? La vérité, c'est que j'ai mieux étudié l'économie allemande de l'entre-deux-guerres que mon propre corps. C'est sûrement la raison pour laquelle tout me semble probable, alors qu'en même temps, tout est aboli par la peur d'une conspiration inconnue sourdissant en moi. Pourquoi j'ai mis ce truc dans mon corps ? Non, je ne veux pas me ridiculiser. Je repense à M. Spiros et aux professeurs que j'ai exclus de ma vie. Tout de même, j'ai souvent pensé à eux, pas d'autoflagellation. Enfin, après 2 ou 3 ans, j'ai cessé de décrocher le combiné pour leur souhaiter une bonne fête. Avais-je le temps ? Bien sûr que non. J'étais le premier arrivé à la banque et j'en repartais le dernier. Je ne laissais rien en suspens. J'avais déclaré la guerre à l'inertie des millions qui passaient entre mes mains. Je ne pouvais pas me permettre que les maxima ne rapportent rien à la banque, même pour un bref moment. Les éloges et les bonus obtenus en continu montraient que j'effectuais mon travail comme il se doit et de façon responsable. Et les promotions, qu'était-ce d'autre sinon un message général à ces millions de collaborateurs ? J'étais et je suis le bon exemple. Ma trajectoire peut même être bénéfique aux autres s'ils la suivent. Alors tout va bien. Certes, je ne suis pas M. Dimitri ou M. Spiros, mais je suis, malgré tout, une personne qui a donné le bon exemple. N'est-ce pas la preuve que j'ai, moi aussi, semé le bien autour de moi et auprès de mes collègues, en toute sincérité en plus ? Ai-je revendiqué quoi que ce soit de ce que je leur ai apporté ? Non. Encore une question récurrente. Est-ce que le bien arrivé par hasard, qui ne répond pas à un objectif, vaut autant que le bien qui se produit de façon ciblée ? Il me suffit de penser que le mal effectué involontairement ne pèse pas autant que le mal qui se produit de façon délibérée. Et si je commençais par là ? Par le mal que j'ai fait en coupant le robinet à tous ceux qui étaient dans le besoin. Est-ce que je les connaissais ? Avais-je pour objectif de les blesser personnellement ? Me suis-je réjoui de leur banqueroute ? Bien sûr que non. Je n'ai nu à personne expressément par intérêt ou intention. Personne. J'ouvre de nouveau le dossier numéro 3848. Les chiffres pullulent comme des vautours griffons se régalant sur mon foie. Je fais de nouveau le lien avec mon hémorragie. Elle s'est produite peu après mon refus. 23h10. Heureusement qu'il fait nuit. Même les érignies s'assoupiront sous peu, à moins qu'elles ne restent éveillées pour capitaliser ce qui cache l'âme créditrice de leur victime. Mais pourquoi j'ai mis ce truc dans mon corps ? Donnez le bon exemple. Contribuez considérablement au bien-être de vos compatriotes. Ah, les belles paroles de la firme par courriel. Dans la ville allemande, les employés se sont comportés comme si j'étais un être exceptionnel, un pionnier de la santé publique. Ça me plaisait bien. L'attribution directe de grands dessins à ma personne m'a définitivement permis de progresser. Mais comment cela a-t-il commencé ? Telle est la question qui me taraude. Quand donc a eu lieu le premier instant, la première pensée, la première réaction ? Pourquoi je ne m'en souviens pas ? Est-ce que je refoule les moments heureux ? Non, il n'y en a pas eu. Quoi qu'il en soit, il me semble évident que tout a commencé à une période marquée par un dossier en particulier, le 3250 sur la SA Caripidis. Je me souviens que c'était à ce moment-là que j'ai envisagé la possibilité de participer à des essais pharmaceutiques pour un médicament quelconque, sur une maladie quelconque. Les essais sur le vaccin n'étaient alors pas connus. Au moment où la direction des ressources humaines nous a adressé à tous les cadres supérieurs de la banque un courrier interne portant ce vil qualificatif de mémorandum. Son motif concernait mon opinion défavorable sur le dossier numéro 3250 donné quelques jours plus tôt. Il faisait référence à un bien emblématique au Ctor d'Athènes qui tournait au ralenti depuis des années comme entreprise de prêt-à-porter. Son seul inconvénient, c'est qu'elle vendait uniquement des vêtements et chaussures de sa propre fabrication, que les consommateurs n'appréciaient pas vraiment, leur chiffre d'affaires l'attestait. Le prêt que l'entreprise n'avait pas pu rembourser auprès de la banque sur les 10 dernières années était insignifiant par rapport à la valeur du bien. Gage que la banque le vendrait en moins de 2 contre plusieurs fois le montant du prêt. Un tel événement en lien avec le centre-ville attira toutefois l'attention des journaux. Les relations publiques prirent soin de mentionner un tas d'articles qui parlaient de spéculation inacceptable de la part de la banque et d'indifférence à l'égard du social.
L'ensemble était étayé de photographies et témoignages de la 50aine de personnes environ licenciées par l'entreprise. Les relations publiques en ont conclu que l'image de la banque s'était fortement ternie et exigeait dorénavant de prendre en compte, dans le cadre d'une demande, tous les paramètres et notamment les facteurs sociaux, plus particulièrement en période de crise et de peur généralisée des déposants. Quelques jours plus tard, le propriétaire très âgé de la société anonyme en faillite a tué sa femme grabataire avant de se suicider. Comme c'est étrange. Le sang se manifeste de nouveau, tandis que je repense à tout ça, au passé. Je le sens sur mes lèvres, il coule sur mon menton.